written 3 published novels that have been translated into French. They are all available at Up to Soon. And we are here asking questions about his career, what his experience as a writer. I think you started out writing poetry and published poetry before you went into fiction. Poetry is very Oui, salut mon ami, comment tu vas? Ah ben c'est bien, c'est dimanche, c'est le salon de la BD là. Il y a je sais la fondation. Je peux passer? Je crois qu'on va faire 14 ans. Enfin, présentation sur paysage symbolique, paysage construit sur les territoires arméniens.
Oui, oui, en tout cas, c'est une partie de mon écriture. Puisque bon, il y avait toujours les mix américains qui venaient mettre un petit peu de noirceur dans le plastique. Comme les Russes d'ailleurs. On peut le mettre juste sur je sais pas, ça résiste. Voilà, comme ça. En tout cas, ceci. Par rapport à Toby et la ligne de tête, il y a peut-être un petit rapport, parce que dans les années 60, même un petit peu avant, finalement, ce trait était très simple et justement, ça ne pas du tout. Il y a plein de Ah ouais. Portée 14. N'achetez plus de baklava. Mangez des abricots. Bon, alors, on va présenter, alors non, ce n'est pas l'architecture arménienne, parce qu'on a eu la chance d'avoir Fabien Krailbull, dont on avait présenté la maquette de l'ouvrage, Alef Tessuzi, dont on avait présenté l'ouvrage, donc j'ai choisi plutôt la conférence qu'on n'avait pas faite d'ailleurs, sur le milieu naturel et le milieu construit en Arménie. Alors qu'est-ce qu'on appelle finalement le milieu et le territoire? Alors voilà, on pourrait dire, voilà le territoire arménien aujourd'hui. C'est la République démocratique d'Arménie, indépendante depuis 1991. Donc vous avez la carte, vous pouvez la situer maintenant. Enfin, je pense que j'ose espérer que vous saviez où était l'Arménie. Enfin, si vous ne le saviez pas, le voilà, la voilà. Géorgie, Azerbaïdjan, Iran et Turquie. Et donc le territoire arménien, c'est ce que vous avez là. Alors il y a une différence qui est très importante entre le terme territoire, qui est pris au sens strictement géographique, et un concept qui est beaucoup plus complexe, qui est celui de milieu. Alors la différence réside essentiellement dans les formes de vie, et plus particulièrement les constructions, les traces que l'homme laisse et engendre dans le territoire. Alors l'Arménie, elle a une géographie qui est très particulière, on en avait déjà parlé avec la présentation du livre de Fabien. Vous avez d'abord ces deux plaques tectoniques qui se rencontrent. C'est un pays évidemment de montagne. C'est un pays où l'eau est également importante. Et vous avez un paysage qui est un paysage caractérisé donc par des montagnes et par des grandes plaines. Alors, ça c'est un paysage, je vous dirais, que vous pouvez avoir encore aujourd'hui, mais qui a une signification particulière, puisque regardez également le contexte géographique de l'Arménie. C'est un territoire, même si on oublie le territoire de l'Arménie historique, c'est un territoire de passage, c'est un territoire, je dirais, de transition. Alors le choix d'implantation de la population humaine est également importante, que ce soit dans les temps modernes ou que ce soit bien avant, bien évidemment. On ne choisit pas de créer une ville, un village, un bourg, de construire une maison dans un endroit qui ne serait pas approprié à la vie. Alors vous voyez que le territoire arménien dans son origine est véritablement circonscrit par des lacs. Le lac d'Urmia qui se trouve en Iran, que vous ne voyez pas, le lac de Van qui est dans l'ancien territoire de Vaspurakan,
et évidemment la mer intérieure arménienne, le lac Sevan. Alors, la situation climatique est également une chose importante dont on doit tenir compte quand on fait de l'histoire de l'art ou qu'on fasse autre chose d'ailleurs, une autre spécialité. Donc vous avez des pluies, un système pluvieux qui est important, qui va être important pour la culture, bien évidemment pour les implantations de zones agricoles. Vous avez des régions qui sont couvertes de forêts que vous pouvez retrouver aujourd'hui, par exemple dans la région, quand vous quittez le lac Sevan et que vous allez vers Dilijan, vous traversez d'ailleurs une région qui s'appelle la Petite Suisse. Donc vous avez des forêts de hêtres, de charmes, plus rarement d'ailleurs de conifères, puisque c'est une implantation qui est assez moderne. Et par contre, sur les versants méridionaux et occidentaux de ce haut plateau arménien, vous avez des paysages qui sont très variés. D'abord caractérisés par l'absence de villages, ce qui vous donne une impression assez extraordinaire en Arménie, ce sont des espaces parfois très larges. Vous avez l'impression que vous avez des espaces qui se perdent à perte de vue, hein, justement. Et là, vous allez avoir des zones où la culture va être assez spécifique, puisque vous allez avoir de la culture de coton, tournesol, courge, etc. Et évidemment, la présence de l'eau. Alors par exemple, ce n'est pas notre propos aujourd'hui, mais on parle beaucoup de la guerre de l'eau, par exemple. Sachez que le territoire arménien, et notamment le Karabakh est une région très riche en eau, dans des régions géographiques où il y a peu d'eau. Le territoire arménien est riche en eau. Ensuite, la gestion de l'eau par le territoire arménien, par le gouvernement arménien, c'est autre chose, puisque malgré toute la présence de l'eau en Arménie, il a été dit que dans 20 ans se poserait le problème de la gestion de l'eau sur le territoire arménien, alors qu'il est le pays qui en a le plus. Bon là, c'est autre chose, c'est une autre problématique. Donc, de toutes les manières, les formes de l'habitat, et c'est vrai que quand vous êtes en Arménie, malheureusement, vous ne voyez que, j'oserais dire, des architectures religieuses. Il y a très peu de traces d'architecture civile, mais les formes de l'habitat vont changer automatiquement. C'est comme en Occident, substantiellement, je dirais, par rapport à l'endroit où il se trouve. Alors là, c'est un monastère que vous connaissez si vous êtes déjà allé en Arménie, qui est un des monastères les plus connus, qui est Gerhard, le monastère de la Lance. Alors, Fabien soulignait durant sa présentation que les architectes arméniens utilisaient évidemment les matériaux sur place. Et il faut souligner tout de suite, le matériau dit arménien, en particulier le tuf, n'est pas obligatoirement toujours sur tous les territoires arméniens le matériau par excellence des Arméniens. Hein, le tuf, quand on peut l'utiliser, on l'utilise. Donc qu'est-ce que vous avez comme matériaux de construction qui sont disponibles? C'est généralement d'origine évidemment volcanique, ce sont généralement des roches éruptives, donc vous allez vous trouver face effectivement à des granites, face à du basalte et évidemment la pierre. Alors, le tuf a une particularité, c'est qu'il est particulièrement léger, il durcit à l'air libre et il a surtout cette qualité de la sculpture. On peut sculpter facilement le tuf. Alors sachez que sur le territoire arménien, on dénombre à peu près 60 qualités différentes de tuf. Alors, on le scie d'ailleurs, on peut le polir très facilement et il faut reconnaître une chose, on en avait déjà parlé avec Fabien, on ne peut pas considérer, ça serait à mon sens complètement antinomique, de dire que l'architecture arménienne a initié l'architecture romane. À mon sens, personnellement, en tant qu'historien de l'art, je dirais qu'il y a des moments dans les civilisations où le fait religieux, la pensée spirituelle vont amener à créer des monuments qui ont beaucoup de ressemblances. Il n'en reste pas moins que la technicité des tailleurs de pierre arméniens, des architectes arméniens, et dès véritablement les débuts, l'âge d'or, donc du 5e au 7e siècle, est véritablement très en avance. Alors, le tuf, il va permettre, là aussi, c'est très important de connaître les matériaux avec lesquels on construit les choses, parce qu'on s'étonne toujours de la qualité, par exemple, des voûtes arméniennes, etc. Mais la légèreté du tuf, elle va permettre d'avoir des maçonneries qui sont avec des surfaces très régulières, également d'éliminer les pieds droits entre les voussoirs dans l'architecture religieuse, ce qui va permettre d'alléger l'architecture religieuse arménienne. Alors, une autre pierre qu'on n'utilise pas dans l'architecture directement, mais dans le décor, c'est une pierre que vous trouvez même autour de Yerevan, c'est l'obsidienne. Hein,
Hein, l'obsidienne, vous connaissez cette pierre noire, bien évidemment. Elle a un aspect vitreux, elle est de couleur noire, elle peut être également de couleur marron par moment. C'est le matériau typique du plateau arménien, finalement, c'est l'obsidienne. Elle est très là, on retrouve l'utilisation de l'obsidienne véritablement dans des objets, même depuis la période préhistorique en Arménie. On a trouvé des pointes de flèches, des lances, des couteaux, des racloirs. Alors l'Arménie est également riche en minerais, notamment le cuivre, le zinc et le molybdène. Alors c'est important parce que quand ils affleurent, sur le sol, ils vont donner un chromatisme très particulier. Donc quand on parle de l'Arménie, indépendamment du fait que je suis évidemment comme beaucoup d'entre nous profondément attaché à ce pays, c'est la beauté également, je dirais, la variété de ce que vous allez trouver. Vous n'allez pas trouver que des églises. Et souvent les gens nous posent la question, si on vient en Arménie, à part les monastères, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a déjà le paysage. Si aujourd'hui vous avez du plaisir à aller faire du trekking dans le Valais, je veux dire, vous allez en trouver en Arménie un chromatisme dû à ces minéraux, à ces minerais qui affleurent, une faune et une flore très variées. J'enjoins les gens à venir dans les périodes de mai et juin en Arménie, où vous avez une flore et des couleurs assez extraordinaires. Alors, évidemment, on vous parlait également, ce qui est important dans la géographie de l'Arménie, c'est l'activité sismique, qui est inhérente au territoire arménien. Fabien vous soulignait qu'il y a en général, une fois par siècle, un tremblement de terre très très destructeur. Et ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte, j'oserais dire, non pas dans l'histoire de l'art à proprement parler, mais dans la sociologie de l'art. Dans la mesure où le territoire est un territoire dangereux, il enjoint les gens à aller habiter dans certaines zones, il enjoint les gens à construire d'une certaine manière. Donc même si vous n'avez pas un habitat troglodyte évident sur le territoire arménien, il faut bien tenir compte que l'habitat arménien était également creusé, l'habitat civil. Aujourd'hui, vous pouvez en avoir une trace si vous venez du sud, si vous allez vers Noraduz ou si vous allez vers le lac Sevan, c'est-à-dire si vous montez, si vous empruntez la route qui longe le lac Sevan, vous allez avoir sur le plateau, avant Martouni, bien au-dessus de Martouni, vous allez avoir des villages de Kurdes yézidis. Et si vous regardez comment sont construits ces villages, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous descendez, vous arrivez, vous rentrez, c'est des maisons de bergers, bien sûr, mais qui sont fixes ici. Ce ne sont pas des yézidis nomades, ils vivent là du moins 7 mois de l'année. Donc vous rentrez et vous descendez dans la maison. Elle est creusée. Alors on n'a pas beaucoup de traces, évidemment, de documents. Sur le territoire arménien de l'Arménie historique, on a retrouvé évidemment beaucoup de traces de villages qui étaient en fait troglodytes, creusés pratiquement. Et dans le sol, les maisons étaient très basses, pratiquement enterrées. Alors cette nature volcanique, elle est importante. Les tremblements de terre les plus connus, vous connaissez peut-être, si vous connaissez la ville de Dvin, 832, ça a été très important. Ne serait-ce qu'au 9e siècle, un moment très important de l'architecture arménienne, vous avez 3 grands tremblements de terre, 832, 862, 892. Tabriz également, 853, le 11e siècle. Donc en permanence, vous avez le territoire arménien qui est, traversé par ces séismes très importants. Alors, vous me direz quel rapport? Mais c'est un rapport très important parce que la construction sera très rapidement une construction, alors on va faire attention aux mots, mais on ne va pas rentrer dans des détails de spécialistes, une construction qui aura une vocation antisismique, qui tiendra compte de ces séismes. Alors le territoire arménien, c'est aussi parce que je crois que ce pays surtout vit parce que grâce à vous qui avez choisi souvent de venir de visiter ce pays avec toutes les associations, on a une association suisse-allemande parmi nous, Aprikose, que ce soit avec Casa, que ce soit avec Géodécouverte, que ce soit avec tous les gens, les acteurs qui amènent les touristes en Arménie. Il faut vous imaginer un paysage très changeant. Il faut arrêter de voir, je dirais, une espèce d'Arménie monocorde, je ne sais trop quoi. Il n'y a rien de plus qui m'énerve quand je vois l'éternelle appellation voyage sur les traces de la chrétienté. Alors vous allez me dire, il est fou le mec de dire ça. Mais ce n'est pas que ça l'Arménie. Ce n'est pas le lieu de pèlerinage occidental pour aller découvrir les traces de son origine chrétienne. C'est beaucoup plus riche que ça, beaucoup plus varié que ça. Et le paysage également est un indicateur de ça. Le paysage arménien, il est changeant, il est varié, il est accueillant par moments, il est très doux, il est âpre également. Il révèle quelque chose de la sociologie profonde, de la construction de la société arménienne dès les origines.
Alors, par exemple, on voit le paysage être utilisé depuis la nuit des temps par les Arméniens de la même manière. La plaine est fertile, on l'utilise, on la cultive. Et la montagne est le refuge. Alors, pour les Suisses qui viennent souvent en Arménie, finalement, il y a quelque chose qui est très proche. C'est un pays de montagne, comme ici. Il y a un peuple qui vit, je dirais, non pas les mêmes choses de l'histoire, mais qui peut se retrouver dans ces paysages. Donc la plaine toujours fertile, et on se réfugie dans des vallées inaccessibles et dans les montagnes durant les périodes de calamité. Ça paraît très étrange, mais on l'a vu au moment de la guerre du Karabakh, où les montagnes environnantes étaient, et d'ailleurs on entend aujourd'hui encore tirer d'ailleurs dans ces montagnes, sont utilisées de la même manière, de façon séculaire. Ça, c'est une chose qui est importante. Et puis, l'Arménien, dans sa mythologie, parce qu'il y a un pré-christianisme, Dieu soit loué, il y a une mythologie qui remonte avant la période chrétienne, on voit une chose qui est importante. Les forces vitales de la nature ont toujours été utilisées dans, je dirais, dans la mythologie, entre guillemets, arménienne, comme une source d'expérience et d'enrichissement qui sont déterminantes. La géographie, elle s'explique parce que, également, où que l'on soit, qu'on soit arménien, d'Arménie ou arménien, nos familles sont originaires de l'Arménie historique, peu importe, il n'en reste pas moins que nous avons vécu et nous avons grandi depuis des centaines et des milliers d'années dans un territoire qui est un territoire de la transition, du passage. C'est un passage obligatoire. Les spécialistes en histoire antique le savent bien, les routes commerciales de l'Antiquité les plus importantes passent par le territoire arménien. Donc c'est aussi géographiquement un lieu de passage, et on le souligne, vous avez ici l'extraordinaire livre de Raymond Kevorkian et de Claude Moutafian sur Arménie entre Orient et Occident, c'est également une réalité, j'oserais dire, géographique. Alors évidemment, on parle de la route de la soie, j'aimerais bien pour une fois qu'on précise qu'il y a des routes de la soie, et pas une route de la soie, mais il y a aussi les routes des épices. Donc, ce qui sont les enjeux économiques du monde en ce qui me concerne, et même du monde médiéval et même du monde des temps modernes, se passent par le territoire arménien. Alors, ce qui est important aussi, et même pour nous peut-être arméniens, c'est de comprendre que nous ne sommes pas issus ni d'un paysage, ni d'une culture qui soit quelque chose, monothéiste bien évidemment. Mais le paysage du territoire arménien montre les apports, les expériences humaines qui sont beaucoup plus riches qu'il n'y apparaît. Nous sommes un peuple beaucoup plus complexe qu'il n'y apparaît, et cela est inscrit dans les paysages avant même d'être inscrit dans l'architecture. Alors, le type de rapport qui a lié l'homme au territoire qui l'entoure, eh bien, d'abord, il est important, c'est ce que vous avez de toute façon devant les yeux matin, midi et soir, c'est une montagne, c'est Ararat. Et le rapport que l'Arménien a eu avec cette montagne sacrée depuis les origines est important parce qu'on voit que la nature n'est pas considérée dès le départ par les Arméniens comme une source de matière première ou simplement comme un refuge élémentaire, mais que le paysage est évalué comme signe. Et Ararat, on en parlait avec Fabien, c'est un des signes les plus importants de notre culture. Alors peut-être que je vais vous détruire un mythe, mais l'arche de Noé sur Ararat, c'est pas possible. Ce n'est pas l'Ararat biblique. Donc peu importe arche de Noé ou pas, il n'en reste pas que pour nous, c'est une chose qui est essentielle. Donc la nature va être vécue, et on le retrouve aussi bien dans les textes, dans les images. La nature va être vécue comme une idée, surtout comme un symbole. Qu'est-ce que c'est? C'est quand vous parlez Fujiyama, quand vous parlez le mont Olympe, c'est d'abord, prenez une forme géographique très simple, c'est un triangle. L'architecture arménienne, qu'on appelle l'architecture de cristal, est un emboîtement de formes géométriques. Le triangle, c'est très simple, vous avez une base et une pointe. Alors, la base, évidemment, tout ce qui relie au domaine terrestre, et effectivement, vous montez vers la divinité. Comparé aux photos que vous avez vues de l'architecture arménienne, c'est une architecture qui est en élévation. Alors regardez ces paysages. Je vous laisse, je ne peux pas être dans votre sensibilité. Ce n'est pas à moi de dire ce que vous devez ressentir. Mais personnellement, quand je suis devant ces paysages, regardez cette idée de la vastitude, on a toujours l'impression qu'on est dans un vieux pays. On est dans un vieux pays, dans un vieux territoire en fait. Alors, pourquoi je parlais de construction troglodyte qui est très importante. La caverne, c'est un symbolisme très ancien, vous connaissez, on va y revenir si vous ne le connaissez pas. La caverne, qu'est-ce que c'est qu'une caverne? C'est un homme qui creuse dans la roche. Alors, il y a différentes manières de creuser dans la roche.
vous pouvez creuser transversalement, mais vous pouvez creuser comme ça. Alors, c'est très différent si vous creusez transversalement ou si vous décidez de creuser de haut en bas. Je ne sais pas si vous connaissez l'Éthiopie et le très beau site de la Libella, par exemple. La Libella, c'est le type même de construction qui est creusé de haut en bas. C'est un travail énorme. Si vous allez à Gerhardt, vous allez dans les chapelles, notamment où, vous savez, il y a un escalier qui monte dans la chapelle supérieure. Hein, dans la chapelle supérieure où généralement on fait chanter les gens parce qu'on fait venir des chœurs parce que la sonorité est extraordinaire. Eh bien, quand on creuse pour une caverne, c'est un choix précis de l'homme. Hein. Ça a un sens. Ce n'est pas pour exploiter simplement le caractère géologique qui est là, bien évidemment, mais on recherche non pas seulement la protection contre les rigueurs du climat, mais quand on s'installe dans une caverne, c'est un contact viscéral avec la terre. Pensez à comment vous enterrez vos morts. Théoriquement, nous enterrons nos morts. Ben, c'est un rapport à l'élémentaire. Dans d'autres civilisations, vous allez brûler les morts. Dans d'autres civilisations encore, vous allez mettre les morts sur les arbres. Le rapport avec l'élément air est évident. Donc le fait d'habiter, d'enterrer des morts, etc., eh bien, c'est un rapport très fort et un lien très sacré avec la terre-mère. Donc déjà, on voit que dès les origines, cet attachement au sol est une chose qui est très importante. Alors plus tard, dans le domaine que touchait Fabien l'autre fois, effectivement, l'architecture rupestre, taillée à même le roc, il est dans la roche. Mais en tant qu'occidentaux, vous pouvez très bien comprendre ça. Aujourd'hui, vous pouvez, si vous voulez, dire la messe dans un champ, du moment que vous ayez un autel en pierre. Pour les chrétiens, occidentaux également, la pierre c'est quoi? Symbole du Christ. La pierre c'est l'élément important. Pour les Arméniens, c'est exactement, finalement, la même chose. C'est un symbole d'éternité qu'on retrouve, de toute façon, dans des pictogrammes, etc., quand vous vous retrouvez dans les territoires plus centraux, on en reparlera tout à l'heure, autour de Karaounj, où vous retrouvez déjà, très longtemps en avant dans l'histoire arménienne, ce rapport à la terre et à la divinité, bien sûr, de la terre. Alors, il y a donc très tôt, on le voit dans des textes assez anciens, arméniens, déjà apparaître cette inquiétude face à la caducité de la vie humaine. Et ça, c'est intéressant de voir, malheureusement, dans le parcours de l'histoire arménienne, que cette caducité de la vie humaine se répétera sans cesse. On fait partie de ces peuples, avec le peuple juif et d'autres peuples, et tous ces peuples qui ont connu ces massacres en permanence. Cette idée que finalement, il y a quelque chose de très fragile. Et donc, d'ancrer la construction religieuse, d'ancrer la construction de la maison de Dieu dans la pierre était pratiquement une évidence. Alors il y a très peu de constructions creusées dans la roche sur le territoire qui nous intéresse. On peut demander, Fabien, tu me reprends si je me trompe, mais il y a ces tombes sassénoutes chrétiennes, il y a le quartier souterrain d'Ani, il y a le monastère de Gerhardt, il y a la bibliothèque de Arbat, il y a l'ensemble de Splitakavor, etc. Ça n'abonde pas malgré tout sur le territoire arménien, mais ça existe, il faut en tenir compte. Il faut penser aux tombes zourartéennes, qui est une tradition également qui est sur le territoire arménien et qui est effectivement aussi très important. Alors, la pierre, vous me direz, on ne va pas rentrer dans le genre gourou et faire du symbolisme à tout va, mais il y a des symboles qui restent. Le symbole de l'arbre, par exemple, est un des plus vieux symboles utilisés par les civilisations. La pierre, effectivement, et penser à toute la technologie qui sera mise en place quand on construira au 5e, 6e, 7e, 8e, 9e siècle les églises. Dans le fond, je ne sais pas si on peut dire, mais enfin moi je m'avance, après Fabien me dira, l'architecture religieuse arménienne, ce sont des monolithes construits, pratiquement. Et encore une fois, moi je rattache ça à cette matérialisation de l'idée du divin au travers donc de l'utilisation de la pierre. Donc on voit que dans le paysage arménien, il y a des signes importants dont on a tenu compte dans la culture et la civilisation arménienne pour élaborer l'architecture et l'art, etc. Alors, là vous le voyez, c'est une des images, je crois, les plus connues de l'Arménie. Sur tous les sites, il y en a, tout le monde, on arrête tous les bus de touristes là, tout le monde, clic, la photo là. C'est le monastère donc de Khorvirab, pardonnez-moi, Khorvirab, avec effectivement derrière, bon un peu caché, comment dirais-je, la montagne Ararat. Alors,
qu'est-ce que ça donne quand on est issu d'un territoire? Je ne sais pas où vous êtes né, donc si vous prenez la Suisse, c'est quand même la chose la plus logique, c'est un pays de montagne avec des lacs, avec des vallées. Vous n'allez pas avoir la même forme de vie, d'existence, etc., que si vous êtes né en plein milieu du pays de la Beauce et si vous êtes né au bord de la mer. Donc le paysage, effectivement, il a une importance très grande, non seulement à travers le choix des formes proposées par la nature, mais des choix que vous tirerez de cette nature. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans l'architecture arménienne? Ça peut se dire par deux adjectifs. La simplicité, la clarté. Alors une simplicité qui se voit surtout à l'extérieur des monuments arméniens. Vous avez ce qu'on pourrait appeler une sorte d'hermétisme architectonique. Quand vous êtes face à une église arménienne, vous ne savez pas ce qui va se passer à l'intérieur. Hein, c'est ce que j'appelle, moi, cet hermétisme architectonique. Pour utiliser un mot très savant, mais ça fait chic à 3 h de l'après-midi sur un salon entre deux beureks, ce qu'on peut appeler l'iconoclastie. Donc vous avez, évidemment, n'oubliez pas où se trouve le territoire arménien. Il est aux portes du Moyen-Orient. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment les Moyen-Orientaux, que ce soit le territoire syrien, le territoire irakien, etc., voyaient dans l'Antiquité la plaine arménienne. Alors sachez que pour la géographie antique, l'Arménie n'était pas au nord, mais il la situait à l'est. Imaginez que vous soyez à Alep, il vous disait non, c'est pas au nord, c'est à l'est. C'était carrément pratiquement asiatique. Alors le territoire il est important parce que vous allez avoir toutes les influences bien évidemment, qu'elles soient orientales, on parlait de Rome la dernière fois, mais il ne faut pas oublier la tradition des chrétiens d'Orient, évidemment. Il faut penser à l'art syrien, il faut penser aux basiliques syriennes bien évidemment, où l'intérieur prédomine sur l'extérieur. Et ça c'est une des données inhérentes de l'architecture effectivement arménienne. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire également? La symétrie, si vous regardez les répertoires ornementaux arméniens, vous regardez des monuments, je ne vous parle pas des rotondes, mais vous regardez des églises, etc. arméniennes, quand vous pouvez trouver des traces de bâtiments civils arméniens, vous voyez une notion de la symétrie qui est également très importante. Alors, qu'est-ce que vous avez derrière tout ça? Ce n'est peut-être pas le paysage qui induit bien sûr tout ça. C'est une rigueur qui est pratiquement une rigueur mathématique, de type mathématique, dans laquelle chaque partie tourne et s'articule autour d'axes de symétrie. Suit une sorte de hiérarchie des éléments qui composent cette architecture. Alors, vous le connaissez en Occident. Ça aussi, ce que j'aimerais dire, et ça je le dis, mais alors je l'assume vraiment en tant qu'arménien, hein, d'origine arménienne, je m'en fiche arménien. On n'a pas inventé la poudre à fusil, on n'a pas inventé le 7e ciel, on n'a pas inventé l'abricot. Je vais vous dire là, peut-être il va m'assassiner. Abricot, Entschuldigung Sie bitte. Mais pour l'histoire de la botanique, l'abricot, on dit Prunus armenicus, oui, mais la plante est d'origine afghane, par exemple. Mais peu importe. Est-ce que c'est si important d'avoir inventé la moquette? Non. Ce qui est important, c'est la transmission. Et c'est un pays de la transmission, là. C'est ça, pour moi, la véritable originalité. Alors pourquoi j'en reviens là, quand je parle de transmission? Parce que une culture n'appartient pas forcément qu'à son peuple. Elle appartient à l'ensemble des gens qui s'intéressent à cette culture. Vous prenez l'église, prenez n'importe quelle cathédrale occidentale. Qu'est-ce que vous avez? Vous ne répondez pas, vous n'aurez pas de café gratuit. C'est le carré et le cercle. C'est le chiffre 4 et le chiffre 3. Est-ce que j'ai fumé la moquette ou est-ce que je suis gourou? Non. La symbolique des chiffres en Occident est amenée par saint Augustin. Donc le carré, c'est le chiffre 4, c'est la partie humaine, et le chiffre 3, évidemment, c'est la divinité. Qu'est-ce que vous avez en général? Coupole, évidemment pas dans les cathédrales gothiques, ni médiévales, ni romanes, mais pensez aux coupoles que vous connaissez, cette cosmogonie, le microcosme dans le macrocosme. Le carré, pensez au labyrinthe qui existe également dans les cathédrales, ce cheminement, ce parcours vers l'autel. C'est quelque chose que vous connaissez effectivement aussi. Donc combinaison cercle dans le carré, c'est l'ordonnance planimétrique typique des noyaux centraux de l'église chrétienne d'Orient, qui sera également celle des églises d'Occident. Alors la coupole, on ne va pas en parler pendant 14 ans là, vous n'allez pas faire non plus de l'architecture en sortant. Mais Carlo Brandi c'était un historien d'architecture italien extraordinaire
qui a défini, je trouve que la définition est très belle, l'architecture arménienne religieuse en disant c'est une architecture de cristal. Et c'était vraiment très très beau parce qu'il parlait effectivement de ces formes géométriques imbriquées que l'on retrouve dans ces églises. Alors, on voit clarté, simplicité, influence évidemment du paysage, mais on voit, et ce qui est typique de l'arménien, parce qu'effectivement, quand on nous regarde, bon, moi je ne suis pas trop typique, hein, ça vous l'avez compris, ça c'est clair, mais je suis très oriental entre guillemets. Mes grands-parents sont arméniens de Turquie, d'Istanbul, ce ne sont pas des Arméniens d'Anatolie, ce ne sont pas des Arméniens de Liban, ce ne sont pas des Arméniens d'Iran. Il y a aussi des typologies qui sont particulières, et je vous dis tout ça pourquoi? Parce que quand je vais vous dire que les mathématiques, l'aspect de la géométrie est essentiel dans l'art arménien, il ne faut pas s'imaginer qu'on est tous avec nos, je sais pas, genre orientaux. Hier, quelqu'un me dit, parce que j'avais une chemise violette, c'est normal, vous êtes libanais. Non, je ne suis pas libanais, j'aime la couleur, c'est tout. Et là aussi, il faut s'enlever de l'esprit qu'il y a ce côté, sur le territoire arménien, quelque chose d'orientalisant. Non, mathématisme, rationalité absolue, symbolique. Et ça, c'est une chose qui est importante. Donc, j'oserais plus dire, et après, Fabien peut discuter, bien évidemment, c'est aussi un spécialiste de l'architecture, que c'est plus, l'architecture arménienne, je la vois plus, évidemment, comme une expression de foi que de logique. Et il y a une symbiose toujours prégnante qui atteste dans l'architecture religieuse arménienne les deux composantes, la composante humaine et la composante divine. Et ce qui est intéressant dans l'architecture arménienne, pour moi, c'est ça. Alors vous savez qu'on ne va pas discuter de ça aujourd'hui. Est-ce que nous sommes diaphysites? Est-ce que nous sommes monophysites? C'est-à-dire, est-ce que la nature divine, la nature humaine du Christ est incorporée dans sa nature divine, ou est-ce que nous devons considérer que la nature divine du Christ? Si nous avions fait ça, nous aurions été orthodoxes. Donc, les Arméniens, c'est compliqué. Est-ce que nous sommes monophysites ou diaphysites? Non. Bon, je ne suis pas théologien. Mais il y a dans cette architecture religieuse arménienne la présence de ces deux composantes humaines et divines. L'arbre, vous savez, enfin, je ne sais pas si on le fait ici, en tout cas en Arménie, on le fait, en Ayastan. Quand vous allez dans les monastères, vous allez voir des buissons. Il n'y a pas que chez les Arméniens qu'on fait ça. Et vous allez voir ces sortes d'ex-voto, on attache des bouts de tissu. Bon, ça, alors on connaît l'origine de ça, elle est pré-chrétienne. Mais en dernière analyse, c'est l'arbre qui est la chose la plus importante. C'est la fonction de l'arbre, c'est le symbole de l'arbre. Pensez à ces paysages. Voilà, prenez ça. Regardez. L'église ici, c'est un signe. C'est une sorte de bourgeon pratiquement. C'est, regardez, dans un paysage comme ça, vous voyez, hop, cette verticalité. Pensez à cette chose. Pensez également qu'il y a des zoroastriens encore en Arménie. Que vous êtes dans une zone qui est, avant d'être chrétienne, a été zoroastrienne également. Pensez à l'Aube, H-O, boum, accent, M. L'arbre de la connaissance. Vous êtes dans une zone également où cette symbolise du bourgeonnement, de la naissance de l'arbre est très important. Nous le retrouvons dans nos mythologies, dans nos contes également les plus anciens, y compris évidemment la tradition iranienne. L'arbre, ça a toujours été dans toutes les mythologies, non seulement un symbole cosmique, c'est la vie et le monde qui se sont identifiés dans l'arbre, mais n'oubliez pas que c'est un symbole créateur très important, c'est le symbole créateur de Ahura Mazda, qui est le prophète du zoroastrisme. Donc vous avez déjà sur ce sol arménien, effectivement, toute une mythologie, tout un symbolisme hérité de l'époque zoroastrienne qui a été très important. Il y a eu des autels de feu pendant très longtemps. Aujourd'hui encore, si vous allez sur le territoire arménien, vous pouvez voir les yézidis, les Kurdes et yézidis, qui sont des zoroastriens avec des autels de feu, etc. Ce qui est aussi en Arménie très intéressant, enfin nous on les amène, voir les yézidis, rencontrer des yézidis qui ne sont pas musulmans, donc qui ne sont pas très appréciés par les autres Kurdes. Mais là aussi, c'est très intéressant de voir que le territoire arménien n'a pas été chrétien comme ça. On n'est pas tombé du ciel, boum, chrétien. Il y a toute, évidemment, une histoire avant. Alors, il y a, n'oubliez pas non plus, chez les Urartéens, un culte de l'arbre qui a été très important. On le retrouve notamment dans la région de Hadicevaz en Turquie et la région de Van. On a retrouvé des bas-reliefs mettant en avant cette symbolique de l'arbre. Et encore aujourd'hui, la piété arménienne tend à sacraliser tous les arbustes, tous les buissons. Alors, sur la verticalité, je ne vais pas aller sur les traces de Patrick,
notamment en parlant des Khachkars. Je vais juste terminer en disant que ce que vous retrouvez dans la culture arménienne, du moins culture artistique arménienne, c'est cet balancement incessant, cette présence simultanée qui sont à la fois des choix de nature symbolique et irrationnelle, et en même temps de type logique et mathématique. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de l'art aujourd'hui se nourrit autre chose que l'histoire de l'art, parce que si c'est pour si c'est pour passer sa vie à dater et dire ça c'est du 15e, ça c'est du 12e, personnellement pour moi ça n'a aucun intérêt, l'histoire de l'art. Dans le mot histoire de l'art, il y a le mot histoire, et l'histoire de l'art est un lien qui est particulièrement intéressant. Pensez par exemple, ça va vous faire rire, au métier, à la sociologie des métiers qu'ont exercé les Arméniens. C'est historique. Il y a l'université de Berkeley aux États-Unis travaille sur cette typologie des métiers utilisés. Mais vous allez voir que c'est toujours ce balancement-là qui apparaît. Quelque chose qui se balance entre, je vous dis, le côté un peu irrationnel, symbolique et mathématique, et surtout logique. Bon, évidemment, c'est assez sommaire, il faudrait le développer. Par exemple, dans la culture arménienne, notamment dans les textes arméniens, la présence, on parle toujours des manuscrits enluminés religieux. Mais si vous allez un jour au Matenadaran, ou si même vous allez à Venise, ou même si vous allez un jour à Jérusalem, vous allez voir qu'une grande partie des livres sont des traductions, sont des livres, effectivement, qui sont des livres de mathématiques, ou je dirais de sciences exactes, de géométrie, etc. Ça, c'est un des aspects aussi très particuliers de ce rapport symbolique. Alors, voilà pour le choix mathématique, clarté, qu'est-ce que j'ai dit? Clarté, symétrie, voilà, et on va en terminer en disant que le paysage arménien, hein, je fais assez vite parce que c'est dimanche et que vous allez tous vous rejeter sur les cafés. Le territoire arménien, comme tous les autres territoires, doit être pris en compte pour comprendre à la fois l'architecture, pour comprendre à la fois ce que vous voyez sur les décorations, enfin les tympans, etc., le répertoire iconographique, et y compris dans les arts mineurs. Alors ça, c'est sur la route qui mène, maintenant je vais vous montrer beaucoup d'images, pas forcément gay, parce que je crois que ça c'était des diapositives que j'avais fait pour une conférence. Après vous allez voir des choses un peu pas gay, mais enfin bon, tant pis, c'est la réalité arménienne, on les sautera peut-être, c'est pas le sujet. Regardez ça, ici vous êtes dans un paysage qui est complètement fantasmagorique, hein, c'est extraordinaire ce paysage. Vous êtes ici dans la région de Goris. C'est la route qui mène au Karabakh. C'est Khonzores. Vous avez Khonzores sur la droite, ça c'est sur la gauche en fait, Khonzores. Voilà. C'est les couleurs que vous pouvez retrouver au printemps, dans le printemps arménien, dans ces temps mai et juin. Vous voyez là des touristes suisses. Vous aimez énormément marcher. Hein. Pour moi, c'est un drame. Je fais comme si j'adorais et que je marche. Sportivement. Alors, regardez, après, on pourra peut-être demander à Fabien qui est là, regardez les toitures, toits en parapluie, les couvertures, etc. Ils peuvent aussi être des systèmes de datation. Regardez, quand je vous disais l'imbrication géométrique, on en a déjà aussi un aperçu, et les sites sont extraordinaires. Il n'y a pas que les cisterciens qui choisissaient, bien évidemment, l'emplacement par rapport au monastère. Il faut tenir compte de ça quand on parle de la construction d'un monastère arménien. Le lieu est choisi. Il n'est pas simplement choisi parce qu'il n'y a que de l'eau à côté. Il est choisi dans une cosmogonie plus importante. Un peu de gaieté, c'est le dernier jour. Ça, c'est quand on monte au sein. Aragats. À Brice. Ça, c'est quand on monte à Aragats, vers l'Aragats. Vous pouvez faire des promenades à cheval. D'ailleurs, là, je ne sais pas pour les gens qui ont été en Arménie maintenant. Vous savez, le monsieur qui a le kiosque, il a des chevaux, etc. Et vous pouvez monter jusqu'au premier lac à cheval ou entre équipes. Alors, ça c'est Sevan, ça c'est bon, toujours Khachkar, on ne va pas rentrer dans l'analyse du Khachkar sur les traces de Patrick.
Mais voilà, ces Khachkars qui sont aussi dans cette verticalité. N'oubliez pas une chose, l'Arménie évidemment a dû combattre, elle est pratiquement le seul pays chrétien entouré de musulmans. Elle doit absolument lutter pour sa foi dans toute son histoire, ce qui est une chose essentielle chez nous. Hein. Et si vous comparez les églises arméniennes de Géorgie à celles d'Arménie, vous allez avoir une chose qui est très simple. Clocher géorgien, croix très importante. Clocher arménien, croix toute petite. Mais les Khachkars sont aussi un moyen de jalonner le territoire, hein, pour montrer également sa chrétienté. Alors évidemment, et Fabien vous l'a expliqué, ce sont donc ces stèles qui sont des stèles commémoratives, mais pas simplement pour les morts, pour des événements, pour des naissances, pour des événements historiques. Le Khachkar, c'est pas simplement un fait religieux. Hein. Mais par contre, on pourrait le considérer comme une bande jalonnant le territoire. Le plus connu, c'est Nora 12, malheureusement en Nakhichevan ont été détruits tout un système de Khachkar, tout un cimetière de Khachkar. Bon, ça vous la connaissez, archi connue, reconnue, on la voit partout, c'est Norra Vank. Vank, c'est monastère en arménien. Sana, au bord du lac Sevan, pardonnez-moi. Alors, ce qui sera intéressant évidemment, c'est quand va sortir le livre de Fabien, l'opuscule de Fabien. Vous allez avoir toutes les typologies. On ne va pas faire aujourd'hui parce que ce n'est pas le lieu, on n'est pas là pour ça. Il y a une grande variété de typologies, tétraconques, etc., carrés, coupoles, etc. Je vous enjoins de vous intéresser à aux bouclettes que vont éditer Casa et Fabien Krahenbuhl. Bon, vous connaissez ces monastères, c'est des monastères Sanaa Narbat. Pour les gens qui aiment le cinéma Parajanov, bien évidemment la couleur rouge. Ce sont les deux monastères classés à l'UNESCO. Alors, je tiens à dire que les campaniles, c'est entre dans la typologie arménienne 13e, assez tardivement, 13e, 13e, hein, on va dire 13e. On est d'accord ensemble? 13e, c'est bon, c'est vendu. D'influence occidentale, bien évidemment. Ça, c'est... Alors ça, si vous aimez marcher, vous pouvez très bien, par exemple, là je fais office de tourisme arménien, vous pouvez marcher entre les deux, comment dirais-je, monastères. Entre Sanaa et Arbat, vous pouvez faire un chemin. Je peux vous dire que c'est le plus mauvais souvenir de ma vie, parce qu'à un moment donné, c'est comme ça, et je voyais il y avait des dames suisses de 70 ans, c'est elles qui m'ont tiré, J'étais accroché à une dame avec sa canne, j'en pouvais plus, j'étais en train de hurler. Mais vous pouvez faire le trekking aussi là. Alors, ça c'est intéressant, parce que vous savez qu'en Arménie, nous sommes le pays de tous les contrastes. Et figurez-vous qu'un prince du Qatar, qui passait par là, on lui fait visiter un monastère, et il décide de renouveler tout le monastère, de rénover tout le monastère. Bon, on l'a calmé quand même, parce qu'elle avait mis un peu des lustres qui ressemblait au Casino Roule à Nice, donc on a quand même calmé le type. Mais il faut dire, c'est quand même assez étonnant de voir un prince qatari donner des millions de dollars pour rénover tout un monastère arménien. Voilà, un des grands monastères arméniens du sud, là vous êtes dans le sud, vous êtes dans la région de Goris, c'est le monastère de Tatev, dont on a déjà parlé l'autre fois avec Fabien. Le paysage est extraordinaire. On ne va pas vous faire des redites. Je tiens à vous signaler que la grue qui était là depuis le tremblement de terre des années 30 a enfin disparu et que grâce à vous, mes amis suisses, nous avons maintenant un téléphérique dans le film, parce que ce sont les Suisses allemands qui sont venus mettre un téléphérique, donc qui part de là, maintenant, et là, et qui traverse en fait toute la vallée. Juste un truc dans ce paysage qui vous paraît très beau, hein, très joli, etc. Vous avez juste un détail qui vous montre qu'aujourd'hui, des gens crèvent la dalle là-bas. C'est ça. Ici, c'était des mines. Les Russes s'en vont, détruisent tout. Personne ne refait rien. C'est une région... Il faut dire que le téléphérique désenclave, c'est un milliardaire arménien de Russie qui a décidé de faire un téléphérique pour désenclaver la chose. Mais la finalité, c'est aussi une finalité, je dirais, sociale. Ok, on fait quoi? Pourquoi, comment et quel est le but? Là, je vais me faire incendier, mais finalement, au point où j'en suis, j'en ai rien à fiche. Moi, je suis toujours très surpris, je suis croyant, tout ce que vous voulez.
je suis arménien apostolique, tout va très bien, Madame la Marquise. Mais il y a un truc, moi, qui me choque aussi dans le paysage, c'est qu'on traverse une route du nord au sud, et on voit, à droite, une église nouvelle, alors qu'il y a quand même ça qui est 14 fois plus beau, 5 millions de dollars. On va vers Djermouk, allez, un machin, 3 millions de dollars. Et vous avez notre chauffeur, ici, parce qu'on prend des gazelles pour monter, sans prendre le téléphérique, pour aussi montrer, s'arrêter dans les villages pour que les gens nous parlent de leurs problèmes. Ce chauffeur-là, il disait, voilà, il me demande à moi, parce qu'on a aussi une association, s'il te plaît, ne me donne pas d'argent, ni pour moi, ni pour ma famille, mais trouve-moi du travail, trouve quelque chose à faire, crée quelque chose. Le tourisme, il est intéressant, c'est pour ça qu'on vous remercie de venir, parce que l'œil porté par l'étranger, le regard porté par l'autre est intéressant. Souvent, nous, enfin moi je parle pour moi, on a l'impression de se heurter parfois à quelque chose qui est de l'ordre, moi j'ose le dire maintenant, parfois de l'ordre de l'inutile. De l'inutile. Alors, on fait ce qu'on peut, heureusement. On continue à faire avec notre association, avec ma mère, qui laisse des fortunes, des dispensaires, des choses, des orphelinats, etc. Mais la finalité, c'est quoi? Le paysage, il est un indicateur. Vous êtes dans une zone très touristique. Ici, c'est construit, va se construire un hôtel. Ici, c'est... où il est Varoujan? Varoujan, il est là, il a un restaurant, il survit, Varoujan. Ils vont construire un hôtel, un restaurant, etc. Cette partie de la vallée ne bénéficie d'aucune infrastructure. D'aucune, par exemple. Je dirais que voilà, c'est aussi... Alors, bon, maintenant, voilà, aussi ce qui est une des, je dirais, des forces, effectivement, de la culture arménienne, c'est la spiritualité qui a guidé cette culture. Parce que c'est aujourd'hui encore, vous avez comment dirais-je, une présence très importante des gens dans l'Église. Alors, après 70 ans de communisme, qu'en est-il? C'est un questionnement. Est-ce que vous êtes dans une foi réelle? Est-ce que vous êtes dans un aspect plutôt magico-religieux? C'est intéressant parce que tous les pays de l'ex-soviétique ont ce problème. Il y a d'ailleurs un jeune Arménien qui est à l'université de la Sorbonne actuellement, qui pondra une thèse extraordinaire d'ailleurs sur ce rapport entre tradition, évolution de cette foi arménienne après le régime soviétique. Mais regardez cette lumière, regardez l'intérieur de ces églises, et c'est vrai que quand vous rentrez, mais peut-être dans toutes les églises, bien évidemment, là j'ai un côté un peu plus, entre guillemets, nationaliste, il y a quelque chose qui se passe, on la sent, cette spiritualité, elle est incluse dans cette élévation de l'église arménienne. Bon, voilà différents paysages. Ça, vu ce que c'est Gerhardt, c'est l'entrée de la chapelle creusée, avec les khachkars que vous avez. Donc khachkar c'est stèle, khachkar c'est aussi sur le mur d'une église, et ça peut être tout simplement ça peut être une espèce de brique où il y a la croix. Évidemment, vous voyez que l'iconographie essentielle, une des iconographies essentielles, c'est la croix, mais ça je vous l'avais déjà montré, je crois, l'autre fois pour Fabien. Alors, l'iconographie, on ne va pas s'y attarder, mais là, il ne faut pas chercher midi à 14h, vous êtes dans des influences diverses. Vous allez retrouver de l'art moyen-oriental, de l'art byzantin, etc. Là aussi, dans l'iconographie arménienne, vous allez retrouver un ensemble d'influences qui sont importantes. Alors ça, c'est le tympan de Noravan. Bon, alphabet arménien. Jeune femme arménienne, Yerevanek. Là, je ne vous commande pas parce que c'est des miniatures, donc les colophons et autres. Je fais attention parce qu'il y a toute une partie, comme ça traitait également de l'identité et de la mémoire. Vous allez avoir des photos un peu dures, mais on les passera si vous ne supportez pas, enfin, à cause de la réalité de l'histoire, hein, en même temps. Yerevan, Yerevan. Voilà, ça c'est Yerevan. C'est là où vous allez venir avec Apricose. Je vais la publier pour vous, hein, et Casa, et Géonie Gouvernin. Voilà, Yerevan. Ben voilà, ça c'est territoire turc, mais pourtant vous avez Ararat devant vous. Ok? Yerevan, il y a malheureusement pas de politique d'urbanisme. C'est une catastrophe, Yerevan, pour ça. C'est une catastrophe. Mais je veux dire, venez en Arménie, faites ce voyage en Arménie, pour toutes les raisons de la terre, mais avant tout pour le peuple arménien. Parce que vous allez voir là-bas,
c'est extraordinaire la dignité, la joie, l'accueil. Ça, moi, je tiens toujours à dire, c'est extraordinaire. On vous avait montré ça avec l'autre fois avec Fabien. Ça, c'est les constructions, la réalité de la construction dans ces années soviétiques qui restent. Ici, la place de la République, avec le musée, qui est un très beau musée d'archéologie, hein, Fabien. Je pense qu'il y a une guide extraordinaire qui est un Malien. Aujourd'hui, si vous venez, maintenant ils ont fait des jeux d'eau et autres, ministère des Affaires étrangères, etc. C'est la place donc de Yerevan. Alors pourquoi j'ai pris cette photo? Parce que ça c'est inscrit dans le paysage, et c'est ce qu'on appelle les friches industrielles. Le seul problème c'est qu'en Arménie elles ne sont pas artistiques, c'est une très dure réalité. Vous avez effectivement un pays qui a été désindustrialisé pratiquement à 80%, des usines qui ont été dépecées, vendues à la ferraille. Évidemment avec le blocus il est très difficile de remonter, enfin peu de gens veulent investir évidemment pour recréer des potentialités industrielles, donc il n'en reste pas moins que le paysage vous indique qu'un des grands problèmes de l'Arménie c'est le surdéveloppement du tertiaire et absolument pas non plus de choses industrielles ou autres. Donc là aussi le paysage par ses ruines vous indique, alors bon non, ça on va sauter peut-être, mais ça on va pas sauter. Voilà. Pourquoi moi je suis très attaché, évidemment c'est mes racines, mais je vais vous dire une chose qui est très nette pour moi, très simple. J'ai pas, quand j'arrive là-bas, je me dis toujours, et ça c'est très important. Ce n'est pas mon pays, c'est mon peuple. Parce que, étant donné que je suis né, enfin je suis né à Paris, mais étant donné que pour moi effectivement c'est plus Istanbul, qui serait la ville où je retrouve mon grand-père, ma grand-mère, leur maison existe toujours. Mais quand je suis arrivé sur ce territoire arménien, la première fois il y a plus de 20 ans, c'était encore pas l'indépendance, hein, quand j'allais avec mon oncle, c'est les gens. Et là maintenant, c'est, voilà, vieille dame à Yerevan. Et moi ce qui me touche beaucoup, aujourd'hui on parle de voyage, tout ça, de pauvreté, parce que c'est un pays pauvre, mais c'est la dignité. C'est cette capacité moi c'est la dignité parfois qui me touche le plus. Et j'aimais beaucoup ces visages voilà, d'Arméniens. Ça, si vous allez à Yerevan, c'est aussi le marché où vous devez aller. Vous tournez le Gounet, quand même pas vous avez tout là-bas. Bon, ça, je pense à tous nos touristes, on leur montre. C'est pas possible de ne pas faire autrement. Là, comment on fait le lavache, évidemment le pain.